Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette conversation consciente, j'ai le grand privilège de recevoir Sandrine Balthazar. C'est plutôt moi qui te reçois. Ben oui, on me reçoit chez elle au parloir cave privée. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que Sandrine est sur Facebook, je vois ses posts, tout ça. Puis moi, je cherche toujours des gens intéressants. Et cette semaine, ou la semaine passée, elle a fait un post sur quelque chose qui s'est passé dans sa vie. On aura peut-être la chance d'en parler. Absolument. Et là, ça m'a permis de voir derrière qu'est-ce qui se passe peut-être dans la vie de Sandrine. Donc, Sandrine, pour commencer, j'aime ça avoir une question très large. Tu sais. Oui. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous un peu de ton histoire de vie. Mon histoire de vie. Alors, moi, j'ai 37 ans. Je suis née de parents entrepreneurs. Donc, mes parents ont fondé une agence de vin il y a 25 ans qui s'appelle Vin Balthazar. Donc, mon frère et moi, on est tombés un peu dans la barrique très jeune, si on peut dire. On est tombés amoureux du milieu du vin et surtout des gens qui s'y retrouvent. Donc, les producteurs derrière les vins qu'on a la chance de déguster. Donc, vraiment un beau milieu, tout ça. Fait que là, actuellement, je suis dans le vin. J'ai eu un parcours un peu éclectique. J'ai été habitée à Paris à 19 ans. J'ai fait... je fais de l'art, je fais de la peinture. J'ai vu tes peintures. Oui, c'est ça. J'ai quelques peintures dans mon club privé. Que j'ai pris de ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, Simone Balthazar, était peintre aussi. Donc, j'ai pris ça un peu de ma grand-mère. J'ai travaillé 5 ans au Canadien de Montréal. J'étais animatrice de foule. Cool. J'ai travaillé au marketing aussi. J'ai travaillé après ça 4 ans aux Alouettes comme animatrice aussi. Mais en 2009, je suis partie des Canadiens pour reprendre l'entreprise familiale avec mon frère. Et puis, c'est maintenant mon frère qui est à la tête de l'agence. Puis moi, j'ai ouvert le parloir cave privé en 2017. C'est comme un club privé avec de l'entreposage de vin. C'est comme un espace coworking aussi. Ah oui, c'est ça. Il y a des salles de conférences. Les gens peuvent venir travailler. Tout à fait. Donc, travailler avec un petit verre de vin, c'est cool. C'est ça. Quand tu fais tes venir factures. closer un contrat, là, ça... Oui, ou quand tu fais tes factures. Oui, ta comptabilité, ça passe tout le temps mieux. Et comment tu as eu l'idée de partir ça? En fait, en 2014, mon frère et moi, on a été visiter, on a été à une foire de vin annuelle qui s'appelle ProVine, puis on a été visiter un producteur à nous en Allemagne qui s'appelle Balthazar Reis, c'est comme un bel addon. Puis lui, il est vraiment sharp, quarantaine d'années, il a déménagé le chai dans des installations plus modernes, mais le domaine familial, le château familial appartient à la famille depuis des générations, est devenu vacant, a voulu dynamiser, rentabiliser le tout, fait qu'il a converti toute la portion souterraine du domaine en club privé avec des celliers ouverts et tout ça. Puis je trouvais l'idée vraiment intéressante. Puis ça me trottait dans la tête pendant 2 ans jusqu'à temps que je décide de vraiment m'y mettre, de faire un plan d'affaires, une évaluation d'une étude de marché, voir s'il y avait un potentiel de faire ça à Montréal. Puis j'ai ouvert 9 mois plus tard. Est-ce que ça n'existait pas? Ça n'existe pas ici, non. Où tu as tombé à entreposer? C'est ça. Ben, c'est cette espèce d'hybride entre... Il y a des espaces coworking, il y a des espaces d'entreposage de vin, il y a des clubs privés qui, malheureusement, sont en train de tous fermer un après l'autre. Puis je pense qu'il y a vraiment... Ben écoute, j'ai plusieurs théories là-dessus, déjà, les clubs privés, c'était peut-être un petit peu plus commun au début du siècle. C'était un peu comme ça qu'on faisait de la business. C'était surtout les anglophones qui se rencontraient là, les hommes. C'est pas mal exclusivement des hommes, d'ailleurs. Puis je pense que c'est juste tu sais, à Montréal, surtout au Québec, on a beaucoup d'endroits où on peut aller socialiser. C'est pas exclusivement, on a une famille à la maison, puis on a un endroit à l'extérieur pour aller réseauter, puis socialiser, tout ça. On a plein d'options aujourd'hui. Fait que si ton offre n'est pas à jour, n'est pas sexy, n'est pas moderne, bien, il y a d'autres options. Fait que peut-être que... Je pense que, tu sais, il y a la même question à se poser pour les clubs de golf. Peut-être éventuellement, les abonnements, tu sais, de s'assurer d'avoir une relève. Parce que les gens ont moins de temps dépensé pour un abonnement annuel. Est-ce que tu vas jouer assez souvent pour justifier? Fait que, moi, j'ai voulu que mon club soit très au goût du jour, justement, au niveau décor. C'est moderne. Puis aussi au niveau accessibilité, au niveau du prix. Fait que je charge beaucoup moins cher. Par contre, mon concept, c'est un concept self-service. On n'a pas de personnel de service. Donc, les gens doivent être autonomes. Mais en général, les gens aiment bien ça. C'est comme s'ils s'appropriaient un peu l'espace. C'est comme s'ils te recevaient exactement chez eux. Puis vous servez de la nourriture?
En fait, on peut avoir des plateaux, fromage, charcuterie, on peut faire venir un traiteur, un chef et tout ça. Okay. Donc, on a une cuisine de service. Donc, au niveau des coûts, tu as optimisé ça pour avoir le moins de coûts possible, offrir ça abordable. Exactement. C'est une façon, moi, je fais souvent dans mes activités de leadership conscient, on dit qu'il faut offrir ça à des prix conscients. Quand j'ai regardé ton pricing, c'est très abordable. C'est ça. C'est ce que je voulais. Puis en même temps, c'est peut-être un peu utopique, mais j'avais vraiment envie qu'on ait un endroit où les gens pouvaient se rassembler, puis potentiellement refaire l'avenir du Québec ici, avoir des conversations pour changer le monde. Mettre le téléphone un peu de côté. On est pas mal scotché sur nos téléphones aujourd'hui. Donc, vraiment prendre le temps, mettre le téléphone de côté, prendre un bon verre de vin, puis parler de refaire le monde. Pourquoi pas? Je pense qu'on pourrait se parler parce que tu sais peut-être pas ça, là, mais le Canada, on est 8e au monde au niveau de la conscience. OK. Et mon ambition, c'est que le Québec, Montréal, entre autres, soit la capitale mondiale d'un nouveau leadership. Parce qu'au Québec, on a des belles valeurs. Tu sais. Absolument. Puis, je vais t'avouer, un des défis qu'on a, c'est qu'on est 17e pour l'équité des genres. Puis là, ça va amener à ma prochaine question. Puis 25e pour l'environnement. Et moi, je fais un lien entre l'environnement et l'équité des genres. Parce que, j'aime bien. Oui, parce que, tu sais, la jeune Greta Thunberg, toutes les femmes toutes les gens qui organisent des marches, c'est toutes des jeunes femmes. Fait qu'on peut-tu parler un peu de, ça veut dire quoi être femme dans les affaires? Parce que moi, j'essaie de comprendre, parce que 70% de mes clients, c'est des femmes, dans le leadership conscient. Et je veux préparer un avenir pour que ma fille, qui a 15 ans, ait autant de chance, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi être femme en affaires? Bien, moi, j'aime beaucoup, beaucoup aborder ce sujet-là. Puis j'ai parlé de ma grand-mère tantôt. Souvent, quand je parle d'être femme en affaires, j'amène le sujet de ma grand-mère parce que pour moi, c'est vraiment une référence. Ma grand-mère est décédée l'année dernière, elle avait 102 ans. Wow. Et de son 100 ans de vécu, tout ce qu'elle a pu voir dans sa vie, c'est presque étourdissant. C'est un siècle complet. C'est un siècle complet, mais c'est un siècle de grands changements. C'est 2 guerres mondiales, c'est le droit de vote des femmes, c'est toute la technologie, la première fois sur la Lune, la télé, les voitures, tout ça. Elle a vécu tout ça de son vécu, puis moi, ça me donne beaucoup d'espoir, mais ça me donne un certain vertige aussi en me disant, mon Dieu, ça va vite aujourd'hui. Mais c'est vraiment une référence pour moi, ma grand-mère, parce que je me dis, en seulement 2 générations, à quel point les choses ont changé, puis favorablement pour les femmes. On a peut-être tendance à l'oublier ou à le prendre pour acquis, mais ça fait même pas 100 ans que les femmes, on a le droit de vote. Donc déjà ça, pour les filles de ma génération, puis celles qui me... C'était dans les années 60, je pense. C'était en 1940. 40, OK. Oui. C'est peut-être un peu surprenant pour les plus jeunes générations parce on est un peu dans cette espèce de nouvelle liberté dont on jouit aujourd'hui. Puis tant mieux si c'est un peu plus pris pour acquis dans le sens que ça nous est dû. Mais on a encore effectivement beaucoup de chemin à faire. Mais moi, je pense qu'il faut célébrer toutes les petites victoires qu'on réussit au fur et à mesure. Puis moi, je trouve ça déjà exceptionnel qu'en seulement 2 générations, moi, j'ai eu la chance d'aller chercher un prêt facilement à la banque pour me partir en affaires. J'ai pas eu de barrière à l'entrée parce que j'étais une femme. Donc ça, moi, je trouve que c'est important de le mentionner, puis c'est important de justement célébrer un peu ces petites victoires-là. Et en même temps, d'avoir une certaine responsabilité dans mon statut, dans ma position, pour m'assurer que les prochaines générations continuent de pouvoir bénéficier de ces opportunités-là. Évidemment, on n'est pas encore à cette espèce d'équité. Moi, j'aime beaucoup parler de féminisme de façon parce que souvent, être féministe, il y en a beaucoup qui pensent que c'est au détriment de l'homme. C'est un versus l'autre. Moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Puis d'ailleurs, je suis très... on parlait de réseaux sociaux tantôt. Moi, je mets souvent des choses de girl boss, puis de future is female et tout ça. Puis c'est jamais au détriment de l'homme. Moi, j'aime les hommes. Puis je pense que les hommes qui sont féministes comprennent aussi que les femmes, on peut apporter beaucoup à la table. Puis qu'en tant que société... si on donne des chances à part égale, mais on s'élève tous
en tant que société. On gagne tous à avoir l'opportunité à amener nos compétences, nos qualités, notre intelligence émotionnelle à la table. Donc, pour moi, c'est ça le féminisme. C'est pas un au détriment de l'autre, c'est d'avoir des opportunités équitables pour être capable de faire bénéficier le bien commun, dans le fond. Fait que je pense que, tu sais, j'ai cette espèce de responsabilité-là dans ma position maintenant de femme d'affaires, de femme entrepreneur, d'être propriétaire d'un club privé en tant que jeune femme aussi. Je suis entourée surtout d'hommes ici, puis j'aspire à ce qu'il y ait plus de femmes qui se partent en affaires puis qui voient les opportunités de prendre leur place en société. J'aime ça comment tu amènes le féminisme. Moi, je suis féministe. J'appuie l'élévation du féminin pour qu'un jour, on ait un équilibre. Exact. Tantôt, j'ai échangé avec une femme sur Facebook que je ne connais pas. C'était vraiment curieux. Tu sais, elle dit qu'il faut passer de patriarcat à une domination féminine. Mais là, je dis, madame, ça ne fonctionnera pas et on va manquer l'énergie masculine. L'équilibre dans la vie. Oui, il n'y a pas d'extrême. Elle ne croyait pas ça. Fait que, tu sais, parle-nous un peu. Moi, dans le travail que je fais, j'aide des gens à identifier en eux le féminin et le masculin. On l'a tous. Tu sais, comme toi, évidemment, ta grâce féminine, mais aussi pour aller entrepreneur, mais ça prend le guerrier puis tout ça. Mais les femmes, on est des guerrières, on est peut-être des guerrières... plus gracieuses. Plus gracieuses, oui, c'est ça. Mais les femmes, on donne la vie. On est très, très, très fortes. Puis, tu sais, pour revenir un peu à cette espèce de fougue ou de ce besoin de domination des femmes, moi, je pense que ce qui fait notre force en tant que femme, c'est surtout notre intelligence émotionnelle. Puis ce côté-là, tu sais, très, je vais le dire en anglais, le nurturing. Puis je pense qu'il y a beaucoup de discussions, tu sais, avec le mouvement MeToo qu'il y a eu de ça, parfois, c'est vrai que ça prend des gestes extrêmes pour être capable de vraiment briser le plafond de verre et tout ça. Mais je pense pas que le bénéfice à long terme est de rester dans cette dominance-là. On l'a vu avec le patriarcat, justement. L'important, c'est de revenir à un certain équilibre, à une certaine homéostasie. Moi, je pense que la recette de la vie, c'est l'homéostasie partout. Tout ce qui nous entoure, c'est où il y a l'équilibre, qu'il y a vraiment fructification de la nature et tout ça. Puis je pense que je ne sais pas pourquoi, pour te dire franchement, dans ma réflexion, je ne sais pas pourquoi les femmes, on est devenu le sexe inférieur. Alors qu'on vient tous de la même place, on est tous à la base de la même espèce. Puis, ça prend les deux pour assurer la pérennité de l'espèce. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu cette espèce de besoin d'avoir un sexe inférieur à l'autre, alors qu'on donne la vie, justement, puis on apporte beaucoup. Donc, moi, je veux juste ramener la perception des gens c'est complètement dépassé d'avoir cette mentalité-là. Puis, je pense que d'arrêter d'avoir ce discours-là, puis de dire, bien, on a des cerveaux équivalents. C'est pas parce que tu es un homme que tu as un cerveau plus puissant que le mien. Est-ce qu'on parle de force physique? Il est différent, par contre. Il est différent, mais il n'est pas meilleur. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'on a des compétences, on a des qualités, exactement, des caractéristiques différentes, mais complémentaires, puis qui s'additionnent. Puis des fois, bien, il y a des hommes plus... avec des côtés féminins plus développés et vice-versa. Il y a des femmes qui sont plus tough que des hommes aussi. Exactement. Moi, j'ai grandi avec des hommes, puis je suis très, très féminine. Je l'ai toujours été, très coquette. Mais j'ai cette espèce de fougue masculine qui m'habite. Il y a un feu. J'ai un feu, définitivement. Puis je suis très tomboy aussi. Je joue à balle-molle, je joue au golf. Puis j'ai pas la... Je vais t'avouer que ça m'a surpris. Oui! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, elle est cool. Mais merci. Ouais. Je pense que c'est cool aussi, mais je pense que c'est ça, cette espèce de... ça surprend. On peut avoir toutes sortes de facettes. Absolument. Comme là, tu es habillée pour une grande soirée avec tes clients. Exactement. Demain, tu vas jouer à balle. Exactement. J'ai un tournoi de balle à 8 heures. Exactement. Puis des fois, je me mets une salopette, puis je vais me mettre à peindre. Puis c'est ça, tu peins aussi. C'est ça. Tu sais, je pense que c'est pas de définir, bon, mais ça, c'est strictement masculin. Tu sais, je pense que justement, au Québec, on donne vraiment la place aux gens pour avoir des corps de métier différents, peu importe le sexe qu'on a.
Puis on célèbre ça. Fait que ça m'étonne un peu quand même ta statistique au niveau de l'équité. Moi, Mais ils comparent les salaires et tout ça. Oui, c'est ça. Mais justement, il y a cette perception-là que j'ai par rapport à l'égalité des sexes. Puis après ça, bien, tu vois, avec le salaire, tu te dis, bon, mais on a encore du travail à faire. Puis je vais même rajouter, parce que moi, j'ai des copines qui sont noires, puis elles, c'est encore plus difficile pour elles. Encore donc, je vais dire comme ça, elles sont vues comme une double minorité, si tu veux. Donc, encore plus les femmes de minorité visible, elles sont femmes et elles sont de minorité visible. Donc, encore plus de défis. Moi, ça sera sûrement une de mes missions de vie de m'assurer que mon legs, sur mon lit de mort, ça ait changé pour le mieux pour les générations de femmes. Bien, écoute, déjà, avec le thinking que tu as, moi, je vais dire les recherches que j'ai faites, la raison pourquoi il y a eu... on a déjà vécu des sociétés matriarcales. Les femmes dominaient. Il y a une amie qui m'a dit ça, quand l'agriculture n'était pas bonne, on tuait les hommes. Ah ouais? Ouais. Mais ça fait longtemps. Là. Ah ouais. Mais une des choses, pourquoi tu penses que dans les époques, on tuait les sorcières? Sorcière veut dire connectée à la source. La femme, comme elle donne la vie, elle a beaucoup plus d'intuition. La femme est connectée à tout ce qui se passe. Je crois que c'est parce que beaucoup d'hommes ont eu peur. Et quand on a peur, on domine. Absolument. Et je pense qu'il faut, il faut arrêter d'avoir peur, puis il faut embrasser tout ce qui se passe des deux côtés pour... Laisse-moi te poser une question. Un club comme ici, c'est un super bel endroit. Les gens viennent ici. Fait que c'est sûr qu'ils ont de la joie, ils dégustent le vin qu'ils ont choisi eux-mêmes, tout à fait. Que toi, tu entreposes. Mais c'est plus que ça. C'est un club privé, il y a d'autres choses derrière ça. Parle-moi un peu de l'intention que tu as avec ce club-là. Parce que le vin, souvent, on l'associe à de la joie, du plaisir, puis rencontres. Les rencontres, absolument. Souvent, on prend un verre ou deux, on est plus honnête dans nos conversations. Fait que ton intention, à part d'offrir l'endroit, est-ce que tu as une intention de connexion? 100%. Oui. Absolument. Puis, c'est, comme je mentionnais, c'est peut-être un peu utopique de ma part. Moi, je suis très rêveuse dans la vie, mais je suis très ambitieuse aussi. Je suis définitivement ce qu'on appelle un social butterfly. Moi, j'aime toujours être bien entourée, puis c'est une de mes plus grandes richesses dans la vie, d'ailleurs, c'est d'être aussi bien entourée. Puis, justement, de redonner un peu les lettres de noblesse à tout ce que ça apportait d'avoir un club privé, d'avoir une communauté. T'sais, on peut l'appeler club privé, on peut l'appeler communauté ici. C'est vraiment une communauté. Les gens sont membres, les gens apprennent à se connaître, ils se parlent. Exactement. Puis justement, ça peut aller de... Bon, on vient travailler sur son entreprise ici, on fait une rencontre d'affaires où on vient socialiser, on vient parler d'avenir. D'ailleurs, hier, il y avait un membre qui était ici, puis il était sur son départ, puis on a parlé pendant 1 heure après ça de politique, puis d'avenir, puis de problèmes qu'on aimerait régler comme prochaine génération de décideurs, si tu veux. Puis j'aspire à ça beaucoup. Je pense que il faut pas s'isoler justement avec nos téléphones. On est des animaux extrêmement sociaux, puis on a besoin de prendre le temps, tu sais? Puis de jaser, puis de parler d'un peu de n'importe quoi. Mais oui, c'était définitivement un de mes motifs pour ouvrir le parloir. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas le parloir pour rien. Ah, j'ai saisi. C'est intéressant ce que tu dis, prendre le temps de prendre le temps. Donc, dans ma vie, je suis très occupée comme toi, mais quand il y a une bouteille de vin, d'habitude, on ne travaille pas. Ouais. On a du social. Absolument. On prend une pause. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je remarque beaucoup autour de moi qu'on glorifie le surmenage. C'est clair. On glorifie d'être tout le temps occupé. C'est je suis occupée, puis je suis occupée moi aussi. Mais une des choses les plus précieuses de la vie, c'est le temps. Le temps, tu as beau avoir tout l'argent du monde, tu ne peux pas te racheter du temps. Alors que, justement, c'est de voir, comment est-ce que je peux prendre le temps, tu sais, de savourer la vie puis de ne pas me brûler. Moi, j'ai des amis qui tombent en burn-out à même pas 40 ans parce que... Surtout avec le téléphone, moi, c'est fou parce que mes parents ont parti Balthazar en 95. Puis en 95, c'est vraiment le début de l'Internet là, à l'échelle mondiale. Puis ça a été très long avant que nos producteurs de vin aient l'Internet parce que pour la plupart, c'est des agriculteurs, c'est des gens de la terre. Donc, même d'avoir un ordinateur,
on parlait plus par téléphone, fax, dactylo, là, on envoyait des lettres et tout ça. Puis pour moi, c'était comme je peux vraiment me comparer dans le temps avec le début de Balthazar parce que ça a été comme quand même un événement marquant dans ma vie. De voir vraiment, puis j'étais adolescente à l'époque, de voir le début de l'Internet, puis où on en est aujourd'hui, puis de me dire, mais cette bébite-là, c'était pas supposé comme nous donner plus de temps, tu sais, de dire, hey, on a développé une technologie de communication, c'est foudroyant maintenant, au lieu d'envoyer une lettre en papier dans une enveloppe avec un timbre, tu peux envoyer un courriel dans la minute, tu vas sauver du temps, ça va être extraordinaire, révolutionnaire, puis on est devenus carrément des esclaves. Surtout avec le téléphone intelligent, on se promène partout, on est tout le temps obligé de répondre, si tu réponds pas tout de suite, Moi, je veux vraiment qu'il y ait un petit retour aux sources à ce niveau-là. J'ai grandi dans les années 80 avant toute cette technologie-là. Puis, je suis peut-être un peu nostalgique, mais je pense que, encore une fois, de retrouver l'équilibre entre d'être dévoué à ce qu'on fait, mais de garder un équilibre pour prendre du temps. Justement, tu sais, moi, je trouve ça très exutoire quand je prends du temps pour peindre ou pour lire ou pour écouter des podcasts ou pour parler, tout ça. Ça vaut de l'or parce que tu grandis énormément à travers ça. Puis le travail, c'est bien, c'est une chose, mais c'est pas tout. C'est pas tout dans la vie. Mais il y a le travail, mais il y a aussi ce que tu disais, on glorifie d'être occupé. Oui. Donc, le faire. Le paraître. Et ça, mais le faire, c'est aussi très masculin. Oui. Et peut-être laisser du temps pour être. Donc, absolument. les moments d'être sont privilégiés. Moi, je pense qu'on existe pour ça. Puis oui, on a beaucoup de valorisation du travail, ça va être super le fun. Parle-moi un peu de... Moi, je crois que les gens deviennent des belles personnes, pas physiquement, mais en entier, à cause des défis de la vie. Absolument. Est-ce que tu en as eu des défis de la vie, toi? Tout à fait. Qui t'ont fait grandir? Oui, absolument. J'en ai vécu beaucoup, un peu malgré moi. Je te dirais, peut-être dans les dernières années, j'ai vécu des choses un peu difficiles. D'ailleurs, on parlait un peu de la plateforme Facebook comme plateforme de communication. Puis j'essaie le plus possible d'être authentique sur les réseaux sociaux. Puis évidemment, on joue un peu toute cette game d'image, puis de mettre le bon côté de l'avant et tout ça. L'année dernière, j'ai fait un post Facebook sur le fait que j'ai été agressée sexuellement par mon massothérapeute. C'est sorti dans les médias. Donc, mon massothérapeute avait agressé 2 personnes. Finalement, on a été 7 femmes à témoigner contre lui. D'avoir vu ça. Oui. Donc, on a été 7 femmes à témoigner. Finalement, il a fait de la prison. Mais j'ai publié mon histoire sur Facebook parce que souvent, on tait les victimes ou les victimes se taisent elles-mêmes. Je veux dire eux-mêmes et elles-mêmes parce qu'il y a des victimes, mais c'est pas juste les femmes. Souvent, on a honte, c'est comme un sujet tabou, il ne faut pas trop en parler. Alors que moi, je pense que c'est l'inverse. C'est plus on en parle, plus c'est les gens qui agressent qui deviennent dans l'ombre, puis qui ça devient... c'est non accepté socialement. Donc, si les victimes sont capables d'en parler avec force, avec une certaine posture, puis d'être capable d'admettre sa fragilité par rapport à l'agression, bien, c'est de se redonner de la force, puis de se rassembler entre nous. Puis, fait que j'ai fait ce post-là qui a eu beaucoup de réactions, puis j'ai eu beaucoup de messages en privé après. Je pense qu'il y a des gens par la suite qui ont eux-mêmes été témoignés. J'ai eu un processus. Tu as fait ton propre MeToo. Oui, mais c'est ça. Mais on a été. Tu donnes la permission aux autres. Oui, c'est ça. Mais c'est de dire, bon, mais en plus, c'est tombé pas mal en même temps, mais c'est sorti dans les médias. Lui a été culpabilisé, tout ça. Il a été en prison. Mais mon processus s'est très bien déroulé, moi. J'ai été très bien prise en charge par le système, par la CAVAC, par le SPVM. Mon processus de dénonciation s'est super bien passé. Donc, souvent, on a comme un petit peu on est un peu... comment je pourrais dire? On n'est pas trop sûr que ce qui va se passer. C'est ça, parce qu'on se dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque, puis est-ce que je vais être obligée d'aller en cours, puis tout ça. Mais de rassurer les gens que le système, il y a des gens vraiment bien dans le système qui sont là vraiment pour nous appuyer, puis de nous supporter à travers tout le processus
de dénonciation, si tu veux. Puis j'aime pas trop le mot victime parce que c'est comme péjoratif d'être victime, alors que c'est pas nous qui avons décidé de subir une agression, ça nous a été imposé. Donc, c'était important pour moi d'en parler publiquement. On a pris avantage de votre vulnérabilité. Quand tu es sur une table de massage, tu es vulnérable. Exactement. Tu es complètement nu. Puis moi, d'ailleurs, j'ai pas la langue dans ma poche. Puis quand c'est arrivé, j'étais complètement terrorisée. J'étais incapable de parler. Puis après ça, j'ai excusé ces gestes en me disant que c'était peut-être de la maladresse, d'être attirée, mais de ne pas avoir su. Parce que ça faisait 8 ans que je le connaissais. En plus. Oui, donc ça a été un peu sournois. C'était comme si, tu sais, quand tu te fais agresser dans une ruelle par un inconnu, c'est plus facile de quelqu'un que tu connais, c'est encore pire. Donc, on excuse souvent les gestes de la personne et tout ça. Puis quand j'ai vu qu'il y avait eu d'autres victimes, là, j'ai ressenti énormément de culpabilité de ne pas avoir dénoncé, en me disant, mais tu sais, si j'avais pu sauver ces autres victimes-là. Donc, ça a été vraiment un apprentissage pour moi. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, mais j'ai ressenti un certain mouvement par rapport à ma dénonciation. Puis là, mon post récent qui a fait qu'on s'est parlé. Donc, en fait, je me suis mariée, moi, l'été dernier, puis au printemps. T'avais une belle robe. Merci. C'est une robe faite sur mesure par mon ami Mathieu Caron, que je vais faire une petite plug, qui a d'ailleurs habillé les patineurs olympiques qui étaient Sabertooth puis Scott Morris. C'est un homme de grand talent. Ma fille est une patineuse. Oui. Elle n'est pas rendue aux Olympiques encore, mais... Peut-être un jour. Un jour. On lui souhaite. Donc, c'est ça. Donc, je me suis mariée l'été dernier. Puis, au printemps, en fait, au mois de février, j'ai appris que j'étais enceinte. Puis, un beau moment. Un très beau moment. Donc, on avait acheté une maison, la vie parfaite et tout ça. Et puis, finalement, au printemps, j'ai vécu une rupture amoureuse et j'ai perdu... Ah oui? Oui. Donc, ouais. C'est ton mari? Oui. Donc, rupture amoureuse, puis j'ai perdu mon bébé à 15 semaines. OK. Wow! Donc, ça a été tout en même temps. Oui. OK, donc moi, j'ai la prétention que la vie, elle nous envoie les défis pour qu'on devienne qui on doit devenir pour accomplir la mission. Donc, la vie, elle t'en a envoyé quelques-unes. Oui, la vie m'a dit non, fille, tu t'en vas pas là. C'est 3, là, tu m'en nommes 3 difficiles. Je peux juste imaginer une femme, tu sais, qui fait confiance à un massothérapeute, mais là, la brisure de couple après le mariage. Oui, alors que très peu de temps, après enceinte, 8 mois. Alors que tu es enceinte. Ouais. Wow. Non, c'est ça, puis ça a été très difficile. Ça a été un moment difficile. Puis c'est quand tu vis des choses difficiles comme ça, puis en plus, tu sais, moi, ma compagnie est en start-up, ça fait même pas 2 ans que j'ai ouvert. Donc, c'est difficile de prendre du temps après ça pour soi, puis de dire, tu sais, je vais juste rester dans mon lit déprimée pendant des mois. T'as pas le temps. Tu peux pas. Puis en même temps, j'ai vécu des choses dans ma vie où, justement, quand je me suis sentie un peu comme une victime, c'est de se retrousser les manches puis de dire, j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort. Moi, je pense que dans l'adversité, dans des moments difficiles de la vie, c'est des opportunités incroyables de grandir puis d'apprendre sur soi. Puis j'ai voulu en parler, justement, en se disant, justement, profitons-en aussi des réseaux sociaux pour mettre nos échecs ou nos moments de vulnérabilité de l'avant en se disant, hey, on est normal finalement, tu sais, d'autres personnes vivent ça aussi, puis c'est pas cette espèce de pression de vie parfaite et tout ça. Moi, je trouvais que c'est important d'avoir ce discours-là aussi. Instagram, à la base, c'était un site pour les photographes, pour mettre des belles photos. Puis c'est devenu cette espèce de monstre de besoin de perfection. Et s'en est suivi toutes les applications pour modifier notre corps, pour mettre des filtres, pour atteindre des standings puis des statuts peut-être impossibles. Bien parfait. Mais moi, je veux dire, ce que tu viens de raconter... Tu es une influenceuse, selon le modèle que moi j'admire, de montrer la vérité et d'influencer, au lieu de montrer le faux. Tu sais, les influenceurs, ils influencent je ne sais pas quoi, mais une influenceuse de dire, mais montre-moi la vérité, puis peut-être ça va donner la permission à d'autres d'être authentiques. Sandrine, je ne suis pas parfaite, là. Puis d'ailleurs, dans mon post, j'ai dit, j'aspire pas à être parfaite non plus. J'utilise des filtres des fois, puis on met souvent notre best foot forward, comme on dit. Je joue la game aussi, absolument. Mais j'essaie le plus possible d'être authentique puis d'être vraie dans mes témoignages. C'est super. Ça me revient beaucoup aussi. Ça me nourrit beaucoup de voir le feedback des gens.
Donc, comme je disais, ce que j'aime beaucoup, c'est ta façon d'influencer de façon courageuse. Tu sais, parce que ce que j'ai compris dans le mouvement MeToo, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti. Et là, tout le monde est sorti, mais ça faisait des années que ça durait. Ouais. Hein, ce gars-là, Harvey Weinstein, mais pour moi, il y a des Harvey Weinstein partout. Dans les affaires, ça se passe partout, j'en ai entendu plein. Et à un moment donné, quelqu'un sort, et ça donne la permission aux autres. Mais ça prend beaucoup de courage, parce qu'on a peur d'être jugé, tout ça. Donc, tu disais, je joue la game, mais j'essaie d'être le plus authentique possible. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai réalisé que plus on est qui on est, bien, plus on laisse les gens voir qui on est. Puis c'est ça la vraie beauté. Tu as dit, je ne suis pas parfaite. Moi, ce que je dis... J'aspire pas à l'être non plus. Non, mais je vais te dire que tu l'es. C'est plate, la perfection. Mais tu l'es, je vais te dire pourquoi. Tu as conçu la vie une fois, et tu vas la concevoir peut-être une autre fois. Je dis aux gens, imagine qu'on est créé par 2 cellules, qu'on pourrait même pas... Puis quand on est né, on a 50 trillions de cellules. C'est incroyable. Donc, la vie est parfaite. La vie est parfaite. La vie, c'est un miracle en soi. Puis on est très loin de la conception de la vie humaine. Fait qu'on est pris dans notre métro, boulot, dodo, dans notre petite réalité, dans nos petits problèmes de tous les jours. Mais quand on prend un peu de recul, puis qu'on essaie de voir le big picture de la vie. Moi, j'ai regardé une série qui anciennement était sur Netflix, qui ne l'est plus maintenant, qui s'appelle Cosmos, qui est animée par Neil deGrasse Tyson, que j'adore. Puis c'est une série un peu geeky, mais vraiment intéressante sur plein de moments de l'histoire de l'humanité. Puis je me rends compte à quel point on prend certaines choses pour acquis aujourd'hui. Tu sais, je parlais de ma grand-mère, mais tu sais, juste l'électricité. Il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait pas d'électricité. De l'eau potable. De l'eau potable. Ou, justement, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre un peu de recul et dire « Ah, mon Dieu, on a cette chance-là aujourd'hui. » Fait qu'au lieu de mettre toute notre fixation sur nos imperfections ou sur nos petits problèmes quotidiens, moi, je pratique beaucoup cette reconnaissance, cette gratitude à toutes les petites choses que je décide de ne pas prendre pour acquis. Puis ça me nourrit beaucoup plus. Ça prend plus de place dans mon être que de mettre toute mon énergie sur ce qui n'est pas parfait de moi ou justement ce que ça, je me compare puis j'aimerais ça être comme ça. Ou, tu sais, de célébrer ses imperfections puis son authenticité, c'est comme un gros poids qu'on s'enlève. Puis heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Puis on serait tous des robots. Ça serait moi, je veux dire, ce que j'aime, c'est quand je rencontre des gens, je dis raconte-moi tes échecs, raconte-moi tes imperfections, tes peurs, parce que là, je peux connecter avec toi. C'est ça. Moi, ça définit la personne. Je suis ici parce que tu as une présence web, tu es une belle personne, tout ça, mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'ai dit, OK, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce que tu as fait acte de vulnérabilité, tu sais, de raconter ça. Une des choses que je voulais te demander, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie? Qu'est-ce qui va à l'intérieur, là? Tu sais, la joie, c'est différent du bonheur, tu sais. Tu vas t'acheter quelque chose de beau, j'ai de la joie, du bonheur, mais c'est éphémère. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie à l'intérieur? Ça va sembler peut-être cheesy, mais les connexions humaines. Ceci explique cela. C'est la même chose pour moi. C'est ce qui nous nourrit le plus. Incontestablement. Puis c'est ce qui nous rend le plus humain. C'est ce qui fait que notre espèce a pris le dessus sur la planète Terre. C'est que c'est une des caractéristiques qui nous différencie beaucoup des autres espèces l'espèce d'animaux. sociale. Ouais. C'est ce qui fait qu'on a survécu comme espèce. Ouais. Exactement. C'est intéressant. Moi, j'ai un grand sage qui est un de mes mentors, me dit notre âme vient dans la vie humaine pour 3 raisons. Prendre l'expansion, connecter, puis contribuer. C'est beau. C'est beau, hein? J'aime ça. Je vais te le voler. Tu me le prendras. Dernière question intéressante. Qu'est-ce que tu aimerais que ton legs dans cette vie-ci soit avec ta famille, avec tes amis, avec la société? Quand les gens vont parler de Sandrine, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? J'en ai parlé un peu tantôt. Je pense que justement de sentir que j'ai été une personne aimante, authentique, d'avoir aussi ouvert la porte peut-être à d'autres ou d'en avoir inspiré d'autres comme d'autres m'auront inspiré moi. Je veux jouir de ma vie en entier. J'ai toujours été une fille qui savourait, qui mordait vraiment dans la vie. Puis c'est pour ça que je suis devenue animatrice de foule. Je ne serais jamais devenue animatrice devant 21 000 personnes sans avoir eu l'opportunité de le faire. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je me suis sautée à pieds joints parce que je me suis dit,
one life to live, tu sais. Puis c'est vraiment ce qui me caractérise beaucoup. Puis c'est vraiment ce qui m'habite. Fait que j'espère que sur mon lit de mort, les gens vont avoir dit que je vais avoir vraiment savouré la vie à fond, puis que je vais leur avoir apporté beaucoup d'amour par tout l'amour que j'ai à donner, puis par mon authenticité, puis par mon dévouement aussi pour la cause féminine, puis pour l'environnement aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est un des points très importants pour moi aussi, ce legs-là. J'espère vraiment parce que ça, c'est un autre sujet de discussion, mais autant je suis une femme d'affaires, autant que je ne crois pas nécessairement à cette croissance absolue qu'on valorise quand on parle de capitalisme. Qui détruit. Qui détruit, exactement, de croissance absolue avec des ressources limitées. C'est déjà en soi une équation qui ne fonctionne pas. Puis tout l'élevage industriel, tout le gaspillage. Je fais beaucoup d'éco-anxiété. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. On a beaucoup on jouit d'un moment dans l'histoire de l'humanité où on est très bien, on vit pas nécessairement de guerre en ce moment, je dis pas nécessairement, on n'en vit pas pantoute, on est très, surtout au Québec, là, on est très bien, mais justement, quand ça va bien, c'est là où il faut mettre des choses en place pour les générations futures, puis j'ai comme l'impression que on est peut-être un peu trop égoïste en ce moment, puis je trouve ça fou parce que les gens font des enfants, puis on n'a aucune idée de leur avenir. On n'a aucune idée de leur avenir. En fait, on sabote un peu leur avenir par les décisions qu'on prend tous les jours. Puis ça commence avec qui on vote. Fait que, en tout cas, j'ai d'autres sujets de discussion, mais c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. J'ai des opinions très fortes là-dessus, mais on n'embarquera pas ici. On pourra en parler tantôt. On fera un tantôt. part-two, si tu veux. Mais j'ai vu certains posts récemment de certains candidats. Je me dis, c'est vraiment arriéré. On se parle-tu un parti? Moi, je préfère un parti. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'amener le changement. Moi, je vois plus dans les affaires. C'est là que ça contrôle. Tu sais, le lien entre le féminin et l'environnement, pour moi, c'est interrelié. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Le féminin est protecteur, nurturing, crée la vie, protège la vie en général. Il y a des femmes qui sont plus hommes que les hommes, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que le masculin, c'est la croissance à tout prix, c'est l'accomplissement. Tu sais, à un moment donné, j'ai... La conquête. Oui, puis aussi, ça amène à la destruction. Toutes les guerres, c'est les hommes qui les ont battues. Tu sais, le fait qu'on célèbre des femmes dans les forces militaires, je me dis, c'est pas pour ça que la femme est là. C'est pour te protéger. Écoute, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Et tout ce que tu as parlé, juste te dire, pour moi, ça fit dans le modèle de leadership conscient. C'est vraiment comment je porte attention aux autres, comment j'amène l'authenticité. Donc, tu fais dans mon modèle de leadership conscient. Bien, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à toi. Merci. Bye.